On est dans le magasin, j'entends des tirs, j'entends la vitre qui brise, j'entends des gens qui paniquent, des enfants qui pleurent. Je dis ça y est, parce que je me rendais très bien compte que c'était les tueurs de Brabant. Alors, quand j'ai entendu ça, je dis voilà, ils sont là. À ce moment-là, j'avais très peur qu'on va nous prendre en otage. Je devais m'occuper aussi de mon petit frère qui était à côté de moi. Mais je peux vous assurer qu'on voit le film de sa vie. Entre 1982 et 1985, la Belgique a vécu 2 vagues de terreur qui ont semé la panique dans tout le pays. Et en particulier dans la région dans laquelle j'ai grandi, le Brabant wallon. L'angoisse en Belgique après la nouvelle action sauvage d'une bande de gangsters fous. Ce sont pas des gens qui viennent pour voler, je crois. C'est plutôt pour créer une panique ici en Belgique. Abattent un policier et blessent. Malgré les nombreuses attaques qui ont coûté la vie à au moins 28 personnes, les auteurs de ces crimes n'ont jamais été arrêtés. Aujourd'hui, cela fait donc 40 ans que l'enquête piétine, laissant les victimes et leurs familles dans l'incapacité de faire le deuil de ces multiples tragédies. Dans l'épisode précédent, nous vous avons présenté les membres de la filière Borène qui ont été arrêtés en 1983. Nous avons aussi vu les limites de cette enquête. Faux aveux et expertises non concluantes, il semblerait que la police ait fait fausse route. Quand j'ai commencé ce projet, je pensais que je connaissais l'histoire des tueurs du Brabant. Mais ce que j'ai découvert m'a profondément choqué. La RTBF présente Les tueurs du Brabant. Septembre 1985. Cela fait presque 2 ans que la Belgique n'a pas connu de nouvelles attaques. La vie quotidienne a repris son cours, les médias ne font plus leurs gros titres avec les tueurs fous du Brabant. Le procès de la filière Borène n'a pas encore commencé, mais l'opinion publique semble déjà les avoir innocentés. Ce vendredi 27 septembre, les tueurs font leur grand retour. Il est 20h07. Nous sommes dans le parking près du Deleuze de Braine-l'Alleud. 3 individus sortent de leur voiture, une Golf GTI. Ils portent des masques et de longs manteaux de style militaire. Ils s'approchent d'un pas décidé vers l'entrée du supermarché. En chemin, ils croisent un garçon de 12 ans. Il est en train de jouer sur le parking et attend que ses parents aient fini de dîner dans le restaurant d'à côté. Les 3 hommes s'avancent vers lui. L'un d'eux l'attrape violemment, le soulève et le traîne ensuite sur plusieurs mètres. Il enfonce le canon de son arme dans ses côtes et le prend en otage. Les truands continuent leur progression vers le magasin. En chemin, ils croisent 3 personnes. Ils leur ordonnent de rentrer avec eux dans le Deleuze. Un homme tarde à s'exécuter. Ils l'abattent. Une fois à l'intérieur, ils tirent plusieurs coups de feu au plafond. Ils obligent tout le monde à se coucher par terre. Un client prend un peu de temps à réagir, ils le tuent. Ils ordonnent à une caissière de récupérer les billets. « Fais vite, sinon je tue le gosse », lance l'un des truands. Paniquée et tremblante, elle fait de son mieux pour ouvrir rapidement les caisses. Elle glisse tout l'argent dans un sac de laise qu'elle remet au truand. Ensuite, ils rentrent dans le bureau du directeur et ils exigent du gérant qu'il ouvre le coffre-fort. Mais c'est impossible. Bredouille, les 3 braqueurs décident tout de même d'emporter quelques liasses de billets et des pièces de monnaie qui traînent. Avant de quitter le bureau, ils détruisent la ligne téléphonique. Ils sortent du supermarché, toujours avec le petit garçon en otage, et cette fois, ils sont plus pressés. Ils se mettent même à courir. Sur leur chemin, dans le parking, ils aperçoivent les phares allumés d'une voiture. Bozidar Jurovski, 41 ans, est assis à l'avant de son véhicule avec son fils de 16 ans. La famille Jurovski est invitée à dîner chez des amis. En route, ils s'arrêtent au Deleuze pour acheter l'apéritif. C'est la femme et la fille qui s'occupent des courses. Lui attend avec son fils dans la voiture. Les truands les remarquent. Ils n'hésitent pas une seconde. Ils tirent. Le pare-brise éclate en morceaux. Bozidar Jurovski, touché par plusieurs projectiles, est tué sur le coup. Son fils a plus de chance et survit. Les tireurs regagnent leur voiture et libèrent leur otage, laissant derrière eux une scène de désolation. Par terre, des corps et du sang. Des survivants en état de choc. Plusieurs d'entre eux ne sont même plus capables de prononcer un mot. Ce soir, le désastre ne fait que commencer.
15 minutes après, à seulement 16 km, une Golf GTI se gare sur le parking du Delhaize d'Overijse. Il est 20h27. Le second chapitre de la soirée vient de commencer. Les trois tueurs sortent de leur voiture et avancent vers le Delhaize. Sur le parking, Stéphane Notte, 14 ans, joue avec son vélo en entendant ses parents. Il lui ordonne de descendre. Le jeune Stéphane tente de s'enfuir. Les truands tirent à bout portant. Il réussit à faire encore quelques pas, puis s'écroule. Il est mort. Les malfrats arrivent près du sas du magasin. 5 personnes sont en train de coller des affiches électorales. Ils prennent l'un d'eux, Luc Bennekens, en otage. Les autres réussissent à prendre la fuite. Ils s'engouffrent dans le magasin et ouvrent le feu. Tout le monde se couche à terre. Les truands visent en direction des caisses. Une employée ainsi qu'un client sont tués. Ils continuent leur avancée. Mais pour la première fois, un des truands reste dans le sas avec l'otage pour faire le guet. Ce changement de méthode est un peu surprenant. Cela veut dire qu'ils étaient préparés à ce qu'éventuellement la police arrive. Et ce qui est inquiétant, c'est que cette possibilité ne les a pas fait reculer. Les 2 autres malfrats se dirigent à présent en direction du local où se trouvent les coffres-forts. Ils ordonnent à une employée de les ouvrir. Elle s'exécute, ils se servent. Leur mission est terminée. Ils rejoignent leur voiture et partent en direction de Bruxelles. À Braine-l'Alleud, le hold-up leur a rapporté 776 000 francs belges et à Overijse, ils ont réussi à dérober plus de 2 500 000 francs. Quand la police arrive au Delhaize d'Overijse, elle découvre une scène de crime terrifiante et des victimes traumatisées. 2 autres corps sont aussi retrouvés sur le parking, celui de l'otage Luc Bennekens et celui de Léon Finet. En moins de 40 minutes, les truands ont attaqué 2 Delhaize et tué 8 personnes. Je m'appelle Patricia Finet. Je suis la fille de Léon Finet qui a été tué au Delhaize d'Overijse le 27 septembre 1985. Et je suis toujours à la recherche de la vérité depuis 37 ans. Patricia Finet a aujourd'hui 65 ans. Elle en avait 29 quand son père a été assassiné. C'est une femme très chaleureuse et accueillante, mais ses yeux témoignent d'une détermination sans faille et sans limite. Oui, le 27 septembre, je m'en souviens très très bien. J'étais avec mon petit garçon, ma mère et ma grand-mère au resto. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai entendu le flash info à la télé. Et j'étais sous le choc de voir ce qui s'était passé, tout en ne sachant toujours pas que mon père était dedans. Alors, on avait prévu, ma mère et moi, d'aller faire des courses le samedi matin. Donc, je suis arrivée chez elle. Du haut de sa terrasse, elle m'a fait un grand signe « Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ». Je ne comprenais déjà pas pourquoi. Et puis, elle m'a dit « J'ai essayé de te joindre au téléphone, mais ça sonne tout le temps occupé ». Effectivement, j'avais mal raccroché mon téléphone la veille. Et à l'époque, il n'y avait pas de GSM, évidemment. Et donc, elle me dit « Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé hier soir à Overijse ?» Je dis « Oui ». Elle dit « Écoute, j'ai essayé de joindre ton père, mais je n'y suis pas arrivée. » Et j'ai reçu un coup de fil d'un de ses amis qui m'a dit « J'ai vu le nom de Léon dans le journal ». Ce qui revient à dire que les forces de l'ordre ne nous ont jamais contactés. La police n'a pas pris le temps de prévenir directement la famille. Pourtant, la presse avait déjà publié la liste des personnes décédées. Nous avons demandé à Patricia Finet ce que son père avait fait ce jour-là. Il avait un rendez-vous à l'aéroport à Zaventem. Et sur le chemin du retour, il a voulu aller au Delhaize pour faire quelques courses. Il est sorti de sa voiture. Il a vu qu'on avait abattu le petit Stéphane sur le parking qui était en vélo. Il a voulu retourner vers sa voiture. Donc il était entre sa voiture et la porte d'entrée du magasin. Il a fait demi-tour. Pourquoi ? Parce que c'était un des rares à l'époque à avoir un mobilophone. À cette époque-là, c'était pas courant du tout. Et à mon avis, il a essayé de faire ça pour appeler les secours. En sortant du Delhaize, les truands remarquent la présence de Léon Finet. Ce dernier a compris que la situation était grave et il tente de revenir vers sa voiture. L'un des malfrats remarque sa présence, il tire 3 coups en sa direction et l'abat. Les premières semaines ont été particulièrement difficiles parce que j'avais l'impression de ne plus vivre dans ce monde-ci. C'est comme quand vous montez dans un avion qui décolle et vous avez l'impression de quitter la Terre. C'est à peu près la même chose. Mais d'un autre côté, il fallait que je m'occupe de mon gamin, essayer de guider un peu ma mère, donc on était un peu en mode zombie, quoi. Patricia Finet, tout comme les proches des 8 victimes, traverse une période extrêmement compliquée.
Il faut essayer de faire le deuil d'un père, d'une mère, d'une cousine, d'une tante, essayer d'aller de l'avant, et sans savoir qui sont les assassins. Mais figurez-vous qu'on a fait une première conférence de presse avec une partie des familles. C'était le 7 novembre 85, première conférence de presse, dans laquelle j'accusais déjà la justice de ne pas faire son travail ou de ne pas le faire correctement, et que s'ils continuaient d'enquêter de cette manière, que demain ça pourrait recommencer et on les attrapera toujours pas. Ça, c'était le 7 novembre. Le 9 novembre, il y a eu Alost. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai culpabilisé en disant « c'est moi qui les ai mis au défi ». Vous écoutez Les Tueurs du Brabant, un podcast de la RTBF. Voilà, un massacre s'est donc déroulé ce soir au Delhaize d'Alost, un massacre qui a fait 10 morts et 8 blessés graves. Peu avant la fermeture du magasin, 3 hommes armés ont fait irruption aux caisses en tirant des coups de feu, de 30 à 40 coups de feu. Nous sommes le 9 novembre 1985. Il est 19h32. Le Delhaize d'Alost va fermer ses portes dans moins de 30 minutes. Depuis les dernières fusillades du mois de septembre, la police surveille les supermarchés. Mais la journée est bientôt finie et les gendarmes chargés de patrouiller viennent juste de quitter leur poste. Une Golf GTI se gare sur le parking. 3 personnes sortent de la voiture. Ils sont très lourdement armés, tels des soldats qui vont au front. Ils avancent en même temps, en ligne espacée de 3 mètres chacun. Ils tirent en continu sur tout ce qu'ils voient. Un père et sa fille, âgés de seulement 9 ans, sont atteints par les projectiles. Un automobiliste tente de s'échapper du parking, il est lui aussi abattu. Les truands s'approchent de l'entrée, ils croisent des personnes qui prennent la fuite et tirent. Un client est tué alors qu'il vient juste de passer le sas du Delhaize. Les 4 membres de la famille Van den Steen, Gilbert, Marie-Thérèse et leurs 2 enfants, se trouvent eux aussi dans l'entrée. Les malfrats tirent en leur direction. Les parents et la fille s'écroulent. Le petit David, quant à lui, réussit à esquiver en se couchant au sol. Une fois à l'intérieur, les 3 tireurs se font à nouveau remettre la caisse. Entre les chèques et le liquide, ils récupèrent presque 1 million de francs. Ils emportent aussi un petit coffre-fort. Ils quittent les lieux, bien organisés, chacun tient son rôle. Le premier porte les sacs contenant l'argent, le deuxième le coffre-fort, et enfin le dernier s'occupe de fermer la marche en tirant sur tout ce qui bouge. Une cliente se trouve juste devant la sortie. Malheureusement, son regard croise celui des tueurs. Elle est exécutée. L'assaut n'aura duré que 4 minutes au total et aura fait 8 morts et 9 blessés. Il faisait beau ce jour-là. J'étais avec ma copine d'école en ville. On est parti boire quelque chose avec les bébés, 3 mois. La poussette, on est fiers de montrer son enfant. Le 9 novembre 1985, Irina Palsterman, 20 ans, dit au revoir à son amie pour aller rejoindre son petit frère. Ensemble, ils se rendent au domicile familial. Et l'intention, c'était quand même d'aller tout de suite au Delhaize. Mais mon père était un grand fan de jeux de société. Il était toujours occupé avec ses enfants. Jeudi, on a joué, je ne sais pas, 3 heures, 4 heures. C'était bien lui ou ma mère qui allait m'accompagner. Hasard a fait que c'est lui. Vers 19h20, Irina se rend au Delhaize. Elle est accompagnée de son père, mais aussi de son petit frère, Diederik, âgé de 12 ans. On était 6, on est 3 grands, 3 petits, et chacun de grands avait un petit pour s'occuper. Moi, je m'occupais de Diederik. C'était le frère avec qui je suis le plus proche. C'est lui qui a eu la malchance d'être avec moi. Comme on n'avait pas beaucoup de temps, mon père il nous a déposés juste devant l'entrée. Son intention, c'était de prendre de l'essence dans la pompe à essence devant. J'ai entendu qu'il y a la grande vitre du magasin qui se brise. Ça, c'était une des premières choses que j'ai entendues. Entendu 4 tirs, des cris, des gens qui paniquent. De la première seconde, je savais qu'ici, ce sont les tueurs de Brabant qui sont là. Ça dure que quelques minutes, mais le ressenti, c'est des heures. Hein. C'est comme une éternité. Irina se trouve avec son petit frère près des frigos, pas très loin de l'entrée du magasin. Ils sont agenouillés et essayent de rester immobiles. L'assaut ne dure que 4 minutes. Mais 4 minutes, cela peut paraître, comme le dit Irina, une éternité. La police est vite avertie de l'attaque d'Alost. Le commissariat n'est qu'à 700 mètres et une équipe décide de se rendre sur place. Les policiers contournent le magasin pour arriver par le parking.
il tombe nez à nez avec la voiture des tueurs. Une fusillade est déclenchée, les policiers sont juste stupéfaits par la quantité de tirs qu'ils essuient. Le coffre des malfrats est ouvert et l'un d'entre eux tire sans interruption dans la direction des forces de l'ordre. La voiture de police ne peut pas continuer, les truands en profitent pour définitivement prendre la fuite. C'était relativement calme pendant 1 minute. Et là, de dos, il y a quelqu'un qui nous dit « Oh la main, rebelote ». Alors ça, c'est la deuxième fois que je pense que ma vie est terminée. Par après, je ne sais plus s'ils étaient en uniforme, oui ou non, mais c'était les policiers locaux qui sont rentrés dans le magasin. Par après, je leur ai dit « Mais allez, vous vous rendez compte ? Oui, mais on devait voir qu'il y avait des gens qui n'avaient pas volé. » Alors ça, c'est un choc, hein. Ça, c'est vraiment un choc. Peu de temps après, à un certain moment, on nous dit que l'attentat est terminé, qu'on est en sécurité. Alors ça commence, mon père. 5 minutes, pas de nouvelles. 10 minutes, pas de nouvelles. 15 minutes, pas de nouvelles. Mon père, ses enfants, c'était tout. Je me dis, impossible que s'il est vivant, s'il n'est pas blessé, qu'il ne fera pas tout pour entrer dans le magasin. Il veut quand même savoir si ses enfants sont vivants. Mais le temps passe. On reste jusqu'à minuit, là-bas sur place, sans nouvelles. Dans le magasin, jusqu'à minuit, sans nouvelles. Et moi, j'étais en choc. Je suis tombée en choc parce que je pensais à mon petit de 3 mois, qui n'avait pas à manger. Il paraît, parce que ça, je ne sais plus moi-même, que j'ai pleuré. Mon enfant. Ça, c'était ma plus grande préoccupation à ce moment-là. Et par après, c'est quand même un peu le trou noir. Pendant près de 4 heures, tous les témoins sont confinés dans le Deleuze. Ils ne peuvent pas sortir car la scène de crime est mise sous scellé. La police fait ses premières vérifications et analyses. Et vers minuit, Irina Pasterman ainsi que toutes les autres personnes peuvent enfin quitter les lieux. Je pense que c'est vers minuit qu'on a eu la nouvelle que mon père, il est blessé. J'étais chez ma tante, on attend. Tu espères. Tu es en choc encore. Je sais qu'il y a un médecin qui est venu me voir là-bas aussi. Et je pense que l'après-midi, on m'a annoncé que mon père était décédé. Mon père, il est décédé le 10 novembre, pas le 9. Alors, on lui a tiré dans la tête. C'est écrit que c'est 2 riot guns. On lui a tiré par la vitre de côté et la vitre derrière de la voiture. Et il a eu quand même encore un réflexe, probablement de premier coup, parce qu'il a touché avec un mouchoir, il a touché sa tête. Ça doit être terrible pour lui. Parce que je sais qu'il sait très bien que c'est les tueurs qui sont là. On en avait parlé. Ses 2 enfants sont à l'intérieur. C'était très violent. Le père d'Irina Pasterman est décédé des suites de ses blessures le 10 novembre 1985. Roger Angelbienne, Kilin Platane, Bozidar Djuroski, Stéphane Notte, Rosa Van Kildonk, Jean-Pierre Buziot, Léon Finet, Luc Bennekens, Élise et Dirk Nijs, Jan Pasterman, Georges De Smet, Gilbert et Rebecca Van de Steen, Marie-Thérèse Van de Nabil, Marie-Jeanne Mulder, mais aussi Claude Lotte, José Van den Eyden, Constantin Angelot, Walter Verstappen, Joseph Broeders, Marcel Moru, Elise de Witt, Jacques Fourré, Jacques Van Camp, Freddy Vermalen, Jancy Musique et Maria Christina Slomka. Les tueries du Brabant auront coûté la vie à 28 personnes. Il ne faut pas non plus oublier les personnes blessées, les témoins choqués et les familles endeuillées. Au total, ce sont des centaines de personnes affectées et traumatisées par ces tueries.
Vous écoutez Les Tueurs du Brabant, un podcast de la RTBF. J'ai vécu pendant 20 ans avec des situations post-traumatiques de stress et que je ne savais pas c'était quoi. Moi, je pensais à la fin que j'étais une folle dingue. J'entends une sirène ou j'entends un bruit que je ne connais pas et je suis dans un état que je n'ai plus le contrôle sur moi-même. Alors ça m'a quand même appris qu'au moment que quelque chose comme ça arrive, maintenant je sais que c'est le stress post-traumatique. Mais je ne savais pas ça. Irina Palsterman a entamé une thérapie pour la première fois en 2015, soit 30 ans après avoir été témoin d'une des tueries et perdu son père. C'est son psychologue qui lui a appris le terme de choc post-traumatique. Ce fut une véritable délivrance. Après tant d'années, elle a enfin pu mettre des mots sur ce qu'elle traversait. J'étais une mère folle dingue pour mes enfants. Hein. Quand ils quittaient la maison et j'entends une sirène et tout ça, j'avais les pires des choses dans ma tête. Voilà. Mais ça m'a aidé quand même beaucoup. Et maintenant, je reconnais, ok, probablement, mon cerveau fait un lien avec les événements avant et j'arrive à me contrôler. Et je sors beaucoup plus vite aussi. Parce qu'il y a des fois que je suis restée des mois dedans. Hein. Parler, ça peut aussi soulager. Mais ça, je n'avais pas compris. J'ai porté pendant 30 ans ma voile de tristesse et de peur et d'angoisse. Et en plus, je trouvais... on ne peut pas en parler, on ne peut pas se plaindre, on doit se comporter fort. J'ai 5 enfants, je ne dois pas leur laisser porter ça. Mais ce n'est pas toujours la bonne chose. Hein. En 2015, mes 2 filles les plus jeunes, ils ont dit « Maman, on aurait préféré que tu nous avais raconté ça. On t'aura mieux compris. » Pendant 30 ans, on n'en a pas parlé. C'était quelque chose qu'on porte, mais on n'en parle pas. Alors ça, c'était quand même très, très, très émotionnel. Pendant plus de 30 ans, Irina a gardé le silence, même avec son petit frère qui avait pourtant vécu les mêmes traumatismes qu'elle. Dans les années 80, le soutien psychologique aux familles des victimes n'existait pas. De nombreuses personnes ont dû faire face seules à leur deuil, leur choc et leurs blessures. Le hold-up du Delhaize d'Alost est la dernière attaque attribuée aux tueurs du Brabant. Cette série de violences avait commencé 3 ans plus tôt à Maubeuge, dans le nord de la France. Les truands avaient blessé un policier. Le 9 novembre 1985, à Alost, ils tuent 8 personnes, dont 2 enfants. Avec les années, la bande des tueurs fous du Brabant est devenue de plus en plus violente. Pourquoi tant de déchaînement et d'agressivité ? Qui peuvent bien être ces gens qui rentrent dans un Delhaize, assassinent des témoins et tuent des enfants ? En 2008, la police décide d'engager une profileuse, Danielle Zucker. Spécialisée en analyse du comportement criminel, elle va pendant plusieurs mois rouvrir le dossier, étudier et décortiquer tous les moindres détails afin d'établir un profil des tueurs du Brabant. Le journaliste Gilbert Dupont nous rapporte ses conclusions. Et donc, Madame Zucker, parmi les recherches qu'elle effectue, va essayer de typer, de voir s'il est possible de repérer des constances au niveau des auteurs. Et on va mettre en évidence la responsabilité ou l'implication de 3 individus. Alors il y en a un, le plus âgé, qu'ils vont surnommer le vieux, tout simplement. On peut imaginer que celui-là serait décédé aujourd'hui, puisqu'il faut ajouter le nombre d'années depuis lors. Mais on lui donnait peut-être une 50aine d'années, 48, 55 ans, quelque chose comme ça, une personne quand même d'un certain âge, disons, pour l'époque par rapport aux truands classiques. Alors il y a le géant, parce que la plupart des témoins décrivent la présence d'une personne de grand gabarit. Assez récemment, un autre chef d'enquête me disait que pour lui, dans son esprit, cette personne pouvait même dépasser 2 mètres, ce qui est quand même assez impressionnant, qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas décrit comme étant le tueur. Donc il y a le 3e tueur, personnage le plus emblématique quelque part, dans la mesure où l'on parvient à déterminer qu'il serait responsable, coupable. Au moins 21 des 28 victimes auraient été tuées par le même. Le vieux, le géant et le tireur. Voici les 3 profils recherchés par la police. Évidemment, il est possible que les membres de la bande des tueurs du Brabant soient plus nombreux. Mais lors de toutes ces attaques, ils n'étaient toujours que 3 et présentaient ces mêmes caractéristiques. Bon, je pense d'abord qu'aujourd'hui, ça ne se passerait pas comme ça. Il y a tellement de caméras, tellement de possibilités
avec la téléphonie, ce genre de choses-là, qu'aujourd'hui, on les trouve. Dans les 15 jours, l'affaire est réglée. Au départ, selon moi, il y a eu un phénomène de meute, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tous les policiers du pays ont travaillé soit directement pour quelques-uns, soit implicitement pour tous les autres sur l'affaire. Tous les policiers en Belgique travaillaient à l'époque, selon moi, sur les tueurs du Brabant wallon. C'est d'autant plus vrai et d'autant plus inquiétant que, alors que tout le monde travaillait, rien ne soit arrivé. Donc, les tueurs du Brabant n'avaient pas 12 ou 15 ou 50 ou 100 enquêteurs derrière eux, ils en avaient 40 000. Rien. En tant d'années, personne n'a parlé. Pourtant, policiers, journalistes et même certains citoyens ont tenté de décortiquer, d'analyser et de comprendre ce dossier pour pouvoir mettre un nom et un visage sur ces assassins. C'est pas possible. Je pense que toutes les personnes qui se sont un peu impliquées ont été contaminées, ont été intoxiquées de façon telle qu'il n'y a pas un jour qui passe qu'on ne pense à cela. Je suis en vacances, je fais du vélo. Il y a un moment où mes pensées partent vers autre chose. Eh bien, elles partent vers les tueries du Brabant wallon. Et je pense que nous sommes comme ça quelques dizaines, journalistes, peut-être victimes aussi, bien sûr, proches de victimes, à avoir cela en tête et à se demander, mais c'était qui et pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas? Ce sont les deux questions, et la deuxième devient presque prioritaire à la première, qui est de savoir, mais pourquoi on ne trouve pas avec les moyens que l'on a aujourd'hui, avec l'énergie que l'on met là-dessus? Pour réaliser cette série de podcasts, nous avons interrogé un grand nombre de personnes. Nous avons remarqué que beaucoup d'entre elles étaient toujours obnubilées et hantées par cette histoire. Plus de 35 ans après, le besoin de vérité se fait toujours ressentir. Pourquoi? Pour qui? Est-ce qu'il y a eu des commanditaires ou pas? Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais dire c'est bien, mais le prouver c'est autre chose. Oui, mais ça vient de très haut, tu ne le sauras jamais. Ok, tu peux m'étayer tes propos? Mais tout le monde le sait que ça vient de plus haut. Je dis, mais c'est facile à dire. Mais prouvez-le-moi, j'ai besoin de ces preuves. Alors là, évidemment, il n'y a plus personne qui répond. Hein. J'ai ma meilleure copine qui me dit, tu feras jamais ton deuil avec cette affaire, tu sais pas le faire. Tu as tout le temps quelqu'un qui vient te suggérer telle ou telle hypothèse, ou alors c'est la presse, ou c'est les rebondissements, tu n'auras jamais la paix. Patricia Finet admet penser encore tous les jours aux tueurs du Brabant. À la fin de notre interview, nous lui avons demandé « Avez-vous encore quelque chose à ajouter ?» Elle a répondu « Si parmi les auteurs, il y a encore des survivants, tant que je serai là, faites gaffe à vous. Je peux vous dire qu'à ce jour, et je l'espère encore de tout cœur, c'est de les voir comme je vous vois, vous, entre quatre yeux, mais qu'on me tienne les mains et qu'on me fouille. Parce qu'une balle dans chaque genou, c'est très handicapant. Je serai toujours capable de le faire. Même maintenant. Vous imaginez, ça fait 37 ans qu'ils pourrissent ma vie. Chacun son tour, non? La première attaque des tueurs du Brabant a eu lieu il y a 40 ans. Mais nous n'avons jamais retrouvé les coupables. Pourtant, il y en a eu des indices et des preuves. Depuis la fin des attaques, les arguments, les pistes et les idées se bousculent. Tout le monde semble avoir sa petite idée. Dans la suite des tueurs du Brabant, nous allons démêler toutes ces informations et tenter de vous révéler des pistes inédites. Dans le prochain épisode des tueurs du Brabant, on crée des hommes qui sont capables de faire des attaques dans la période de 82-83. On les donne toujours des armes et on les ramasse. Donc, on crée un type d'attaquants qui sont invulnérables, qu'on ne trouve pas. Les tueurs du Brabant, un podcast de la RTBF. Écrit, réalisé et produit par Jeanne Savigna, Matt Graves et Thomas Résimond. Avec la voix de Serge Hologne.